Le portail des elfes, souvenirs d'ailleurs. Chapitre 1. Une autre nature, un autre temps. Il y a des temps sur lesquels le temps et sa rouille, l'oubli, n'ont pas de prise. Ma mémoire est encore tout emplie d'une nœud, et ce n'est certainement pas un hasard si c'est aujourd'hui qu'elle a besoin de se souvenir. C'était il y a 11 000 ans de nos années terrestres. La fin du peuple atlante était encore dans les mémoires. Le continent tout entier s'en était allé, bombardé par le ciel et avalé par les fureurs des eaux. Tout semblait s'être figé sur terre. Les peuples s'étaient éparpillés, meurtris, souvent de retour à leur instinct premier, ceux de la survie. L'air était lourd, et les odeurs du sang et de la peur, et les cieux offraient encore les reflets rougeâtres comme témoins des derniers bouleversements. Des foyers de pureté survivaient pourtant ici et là, essayant de maintenir un flambeau de conscience, alors qu'on ne lisait dans le cœur des hommes qu'un violent désir de tuer et de voler. Il leur fallait braver cette peur dans laquelle baignait encore la mémoire collective de l'humanité. Une peur viscérale, celle de l'anéantissement, comme une sorte de fissure dans l'âme. C'est ce qui arriva en ces temps anciens. Fragilisés, démunis et désespérés, les hommes et les femmes de la terre se mirent à regarder autrement ce qu'il les avait failli perdre. C'est ainsi que certains voulurent se rapprocher des forces de la nature. Ceux qui constituèrent, ceux qui devinrent par la suite le peuple d'Irlande, furent de leur nombre. Oui, tous les y avaient invités. Leurs doutes, leur fragilité, soudainement réveillés, et les mondes d'eux-mêmes qui, au lendemain de la grande secousse, avaient commencé à vouloir se réapprivoiser entre eux tout naturellement, comme pour inviter l'unité des origines. Je dis bien les mondes, car il en existe de multiples. Ils se cachent l'un au creux des autres, entre le soleil et la lune, entre l'air et la terre, dans tous les replis de ce que l'on nomme dense et le subtil. Interrogatifs, craintifs, tels des êtres autonomes, ceux aussi semblaient avoir décidé de se rapprocher inexorablement, au point où les portes avaient commencé à s'ouvrir toutes grandes en eux. Ces portes ressemblaient à de grands tourbillons de lumière qui permettaient à tous les ailleurs de dire leur existence. Elles existaient comme des brumes légèrement iridescentes, qui les laissaient parfois entendre des sons mystérieux et envoûtants. Elles étaient une invitation pour qui les découvrait. Mon monde était l'un d'eux, fait d'imatière et de matière, de souffles d'air et d'eau, et de rayons de lune. Il est ce que l'on nomme aujourd'hui le royaume des elfes. Dire qu'il était parallèle à celui des humains, de la terre d'Irlande, ne serait pas juste. Il lui était intérieur. Il vivait en son sein, dissimulé dans sa propre lumière, ses jours et ses cycles. Et c'est ainsi qu'il demeure encore, même si les hommes le fuient, même s'ils le nient. Mon rêve est ici, de vous faire ressentir, voir, palper, un peu plus ce qui fut un jour, chez moi. Il est aussi de vous inviter à faire un pas de plus vers ce qui fut, ce qui est, et ce qui me pousse à braver le verdict de délire de quelques-uns, n'hésiteront pas à poser dès l'ouverture de ces pages. J'ai fait le vœu de réveiller un peu de ce qui dort en chacun. Je dis réveiller, oui, car les mondes elfiques ont laissé de nombreuses traces dans l'inconscient collectif des peuples de notre terre, tant par le récit fantastique qui en font état comme les légendes anciennes, que par les contes aux accents féeriques qui véhiculent la nostalgie de leur réalité. Alors pourquoi ne pas reconsidérer ces traces qui nous ont laissé plutôt pénétrer par elles comme faisant partie de notre réalité profonde, tout en acceptant de laisser nos murs intérieurs se fissurer. Mais revenons à ces portes entre les mondes dont j'évoquais précédemment l'existence. Souvenons-nous que c'est à partir de ces sas qu'elles représentent
et de la communication à laquelle ont toujours été invitées la vraie culture nommée celtique, s'est construite jusqu'à aujourd'hui, elle s'y est alimentée. C'est donc au seuil de ce qui fut mon monde que je vous souhaite ici de convier, parce que le derrière cette terre qui nous porte, il existe une autre terre. Le regard qui observe tout cela à travers le temps, celui qui n'a jamais inscrit dans ma mémoire et qui est à l'origine des pages qui suivent, est donc celui d'un de ces êtres qui peuplent l'un de ces univers que l'on dit parallèle au nôtre. Il raconte ce que fut son destin et celui d'autres êtres d'une même contrée de lumière. Il relate aussi celui d'un humain ayant vécu parmi eux. Ce regard qui se souvient et se témoigne est un regard elfique féminin, celui d'un elfe de l'air, en langue humaine. Son nom pourrait se traduire par Gwenedis, mais en réalité, il est imprononçable à la surface de la terre. Il est totalement étranger au son de la terre, car l'onde de vie du monde elfique vibre plus rapidement que celle des mondes de densité des peuples de la terre de l'extérieur. Ainsi que les elfes ont toujours appelé, il arrive à un humain d'entendre la langue elfique, celui qui ne peut en fait ni comprendre ni l'apprendre, car elle lui est infiniment trop rapide, trop vive, insaisissable. Chacun se demande bien sûr à quoi peut ressembler un elfe ou une créature elfique. Je veux dire en vérité, bien au-delà de toutes les idées reçues, qu'à travers les miroirs fascinants et déformants des contes, parviendrai-je à transporter en termes de concept humain ce qui n'a pas vraiment d'apparence de l'humain. C'est là le défi auquel je me suis engagé dans le présent témoignage. Alors, amis lecteurs, faufilez-vous dans ce qui fut le monde. Sentez, écoutez et regardez. Suivez-moi à travers les souvenirs de Gwendolis, ceux d'ailleurs, des elfes. Parlons d'abord de notre peau elfique. Elle n'est pas vraisemblable à votre chair. Enfin, à ce que vous concevez comme tel sur Terre, ainsi que l'ensemble de notre corps. Elle est un tissu de matière lumineux sur laquelle on ne décèle aucune ride, aucune marque de vieillesse non plus. On n'y capte qu'une apparence de jeunesse et une beauté sans âge définie. De ce fait, nous semblons intemporels, bien que nous vivons très longtemps, tout en manifestant constamment ce que nous pourrions décrire comme notre idéal esthétique. En réalité, le tissu elfique n'est pas véritablement une peau. Il est très élastique, souple et infiniment modelable au gré de nos pensées. Nous avons globalement une forme humaine, mais la nature des concepts qui nous habitent rend celle-ci beaucoup plus longiligne et plus aérienne. Contrairement à ce que l'on dit, les elfes n'ont ni de queue ni de paire d'ailes. L'impression d'aile est donnée par le rayon latéral de notre cage thoracique. En effet, chez nous, le soleil de notre cœur, ce que vous appelez chakra cardiaque, est dominant. L'illusion d'une queue est aussi créée par l'échappement lumineux constant à la base de notre colonne vertébrale. Celui-ci est particulièrement actif lorsque nous sommes en état de travail intense sur la nature. Une chose encore, nous, les elfes, n'avons pas de pilosité. Nous n'avons donc pas de cheveux en tant que tels, mais nous sécrétons des sortes de très longs filaments lumineux aux accents bleutés, couleur d'aurore et aussi d'un blanc laiteux afin d'encadrer notre visage. Ce sont ces filaments qui donnent à l'œil humain la sensation de blondeur, subtilement nuancée d'une chevelure. Il arrive aussi que cet œil les interprète à sa façon et les teinte différemment en fonction de ses propres conditionnements. Il projette alors sa perception, son imaginaire et sa culture, et traduit ainsi sa manière de l'invisible. Nos nuances féminines et masculines aux yeux des humains. Il n'y a pas beaucoup de différence physique d'une elfe à l'autre. En effet, ce sont des nuances extrêmement subtiles et perceptibles par la sensibilité seule qui nous rendent distincts les uns des autres. Chacun de nous a donc sa propre couleur de lumière, faite de plusieurs parfums floraux et de multiples variétés. Il y a aussi ses galbes, de ses formes, exprimées dans le tissu qui lui sert de peau.
Nous exprimons ainsi nos personnalités diverses, nos préférences, nos odeurs, nos façons d'être, afin de nous manifester au monde. Il est dans notre nature de nous différencier avec nos courbes et de déployer nos parfums d'âme de façon très sensuelle. C'est inscrit dans notre vie individuelle et collective, dans notre travail sur la nature et, évidemment, dans l'acte d'amour. Comme tous les humains, nous sentons le besoin de nous vêtir. Cependant, nos vêtements ne sont pas faits de tissu, mais plutôt de prolongement de notre matière lumineuse. L'émanation de ce qui nous habite dans l'instant où nous sommes vus, où nous agissons, où nous nous exprimons et enfin là où nous souhaitons communiquer dans une vibration particulière, lors de l'acte amoureux par exemple. Les elfes sont avant tout des êtres d'émotion. Que dire de plus? Que nos vêtements évoquent les pétales de fleurs très soyeux, recouverts d'une fine poudre bleutée scintillante, parfumée et très volatile. Pour les elfes à polarité masculine, ces vêtements ressemblent surtout à de grandes feuilles duveteuses, pourvues de nervures constamment oscillantes et qui donnent à chacun son éclat spécifique. Je parle ici des elfes masculins par rapport aux féminins, mais il serait faux de pousser trop loin la comparaison, que l'on qualifie les uns et les autres d'hommes elfes ou de femmes elfes. Le modèle humain n'est pas une référence absolue. C'est plus subtil. Nous, les elfes, sommes dans notre ensemble très sensuels. Les rapports intimes existent donc entre nous. Ils sont cependant plus énergétiques et ceux que l'on vit dans le monde des humains, dans la mesure où les tissus corporels immatériels s'interpénètrent totalement d'une forme de rituel prédéterminé. Nos peaux s'épousent alors de façon intense, en émettant de divers cristallins très mélodieux. Tout aime en nous de manière globale. L'acte d'amour dans notre monde est un véritable chant de joie, un parfum qui distille les pensées les plus nobles et de beaux accents célestes. Cependant, il est toujours identique à lui-même, jamais unique, parce que vibratoire. Quant à la procréation, il n'y en a pas au sens que vous l'entendez sur Terre. C'est le niveau de fusion lumineuse qui naît entre les deux elfes qui fait d'une grande cellule de la lumière éthérique, germe entre eux simultanément dans une explosion de couleurs et de fragrances. Celle d'une cellule se développe ensuite très rapidement pour générer un autre elfe totalement adulte. De ce fait, à cause de cette spontanéité, il n'y a pas dans notre monde de rapport parent-enfant, puisque l'enfance n'y existe pas. La notion de père-mère correspond globalement à ce que vous appelez lumière divine. Ainsi, nous naissons adultes et nous ne vieillissons pas de notre apparence. Aucun elfe n'appartient donc à ce que vous nommez la famille. Une notion génétique de la famille vous est propre. Par contre, nous regroupons par clans selon les zones géographiques de l'éther où nous agissons. Si la zone géographique où nous avons jailli et où nous travaillons traverse des bouleversements pénibles et disharmonieux dus à l'activité humaine, nous en sommes tout de suite affectés et déséquilibrés. En raison de cela, la prolifération elfique s'arrête, puisque, évidemment, l'accouplement lumineux éthérique ne se fait que s'il y a du bonheur à réaliser un travail sur le développement d'une vie harmonieuse sur Terre physique. Là où l'humain abîme la nature que le monde elfique, entre autres, s'évertue à nourrir à sa façon, il n'y a plus d'échange amoureux entre les elfes, et donc il y a un amoindrissement considérable de la multiplication elfique. Par voie de conséquence, la nature physique s'appauvrit dans les zones frappées par les disharmonies de la Terre de l'extérieur. Comprenez-vous à quel point le monde elfique est relié au monde humain, est affecté par les attitudes terrestres, la mémoire d'elfe, la fréquentation de l'humain est la plupart du temps difficile, voire dramatique. La lumière du monde elfique. Sans doute vous vous demandez maintenant à quoi exactement est fait notre univers. Certains d'entre vous disent qu'il est fait d'éther, sans pour cela savoir ce que cela signifie. L'éther, voyez-vous, est comme un liquide amniotique dans lequel baigne secrètement toute la matière dense, celle de votre monde.
C'est une sorte de lumière mêlée à un gaz, une substance quadruple, afin que vous compreniez comment il agit en nous, mais aussi sur vous. Il est bon que vous en preniez l'essence, l'architecture. Sachez qu'il y a tout d'abord de l'éther aérien, ou de l'éther du souffle, qui, par définition, il est le plus subtil des quatre éthers. C'est le domaine des elfes par excellence. Il s'agit d'un composant très perméable aux pensées humaines et animales, sur lesquelles s'inscrivent donc facilement les formes pensées collectives ainsi que les atmosphères et les états d'être de ceux qui vivent dans la densité terrestre. Ou la réactivité elfique face aux égrégores créés par l'humanité, selon les zones géographiques où elle vit. L'éther de l'air, le mien donc, est celui qui peut le plus communiquer avec les mondes de la pensée humaine, parce qu'il se laisse pénétrer par elle. Les égrégores s'y fixent, quels qu'ils soient. On y trouve ainsi toutes sortes de mémoires différentes. Le souffle lumineux qui circule à travers le monde elfique et qui lui permet au monde dense de garder la mémoire cellulaire de son vécu et de sa forme. Sans mémoire cellulaire, il n'y a pas de permanence, pas de stabilité, la forme d'un corps. L'un des aspects du travail de mon peuple et celui de tous les elfes de la terre est de nettoyer le souffle lumineux qui est constamment pollué par l'aspect anarchique de la pensée humaine. C'est par notre habilité à produire certains sons que nous attachons et à dépolluer le type d'éther dans lequel nous vivons et qui est indispensable à la cohérence de la vie physique de l'extérieur. C'est le centre de notre poitrine qui émet ces sons, car notre tâche est de nous laisser traverser au niveau de cette zone par l'énergie de la manifestation de la vie émanant du monde archangélique. De notre perméabilité et de notre proximité inévitable avec le monde des humains, nous sommes des êtres d'une grande sensibilité, avec les fragilités que cela sous-entend, notamment la susceptibilité et l'imprévisibilité lorsque nous prenons le chemin de l'individualisation, comme celui dont je témoignerai ici. Oui, l'individualisation car, de nature, le monde elfique est un monde où l'âme de groupe est encore dominante, dans la mesure où chaque elfe, même sa propriété spécifique, ses traits distincts, demeure néanmoins sous l'influence prédominante des pensées et des attitudes propres à son espèce. Nous pouvons difficilement dire ou penser à un moi-je. Le mouvement cosmique évolutif ne nous bloque cependant pas, car le germe d'une individuation possible est planté en nous depuis le début de l'acte vague de la vie, sous l'impulsion des archanges. Le problème est que ce mouvement est souvent nié, il fait peur. Tient à la fois de l'âme animale et de l'âme humaine, dans ce qu'elle exprime de plus spontané. C'est une sorte de mariage harmonieux et de léger entre les deux. Toutefois, elle est fondamentalement amorale, sans aucune intervention de se soutenir et de prolonger le souffle sacré de la vie. Aucune religion, aucun dogme, juste le vécu permanent d'une nécessité de service à l'onde dont tout provient. L'elfe sait que par nature, c'est de cette onde que son âme est issue. Il n'existe ni discussion, ni doute à ce propos. Si l'elfe ne vieillit pas dans son apparence, son âme sait que la lumière qui lui prête un corps et y opère un travail doit un jour s'en retirer. La mort d'un elfe est donc un phénomène rapide, sans souffrance et vécu en paix. Elle est aussi spontanée que pour une fleur qui, l'espace de quelques heures, se flétrit et n'est plus. Lorsqu'un elfe meurt, il n'y a nulle tristesse. La lumière qui sculptait son corps se dissout et s'éparpille comme sous les reflets d'un doux vent. La notion de mort est comme chacun la connaît dans le monde des humains, n'est donc pas un concept elfique. Les elfes se réincarnent et ont totalement conscience de devoir se reformer pour un autre cycle de vie. Le concept de Dieu, également au niveau où vous l'entendez chez les humains, n'a aucun sens pour les elfes. L'elfe le sait, se sent dans une lumière sacrée qui s'alimente,
le motive et le fait être. Cela lui suffit. Pourrait-on dire qu'il expérimente le divin ou plutôt le sacré en permanence sans avoir besoin de conceptualiser celui-ci? Cela ne veut pas dire qu'il soit dans la perfection. Son imprévisibilité et sa susceptibilité, par conséquent, ses possibles colères, témoignent de son appartenance au monde de la dualité. S'il n'est pas parfait, il est par contre cohérent dans le service qu'il sait devoir rendre au prolongement de la vie. Il est pratiquement impossible pour un elfe de briser le service à l'onde de vie. Ce serait contre sa nature. Les archanges ou les grands lumineux et les grands conseils elfiques, le monde elfique n'a pas la compréhension intellectuelle du monde archangélique. Il en a de ressenti intuitif et exceptionnellement l'expérience directe. Il a cependant le concept général tout dans le monde humain à celui de Dieu. Lorsque je retourne dans la conscience et la sensibilité de Gwendis, comme tous les elfes de l'air, je ne me pose pas la question par rapport au monde archangélique. Je pense à celui-ci d'une façon globale. Donc, pas en tant qu'une force existante au pluriel. Ce que les humains appellent les archanges, ce sont pour nous l'expression unique de la force de vie, cette manifestation suprême. Le sacré se manifeste parfois à nous sous forme de courants lumineux, très intenses pour qu'ils viennent nous visiter comme pour nous soutenir dans les périodes de disharmonie terrestre. Quant à la notion de religion, je le souligne à nouveau, qu'elle nous est totalement étrangère, même si nous sommes capables d'en deviner le principe. Nous avons seulement le ressenti, presque constant, d'une présence sacrée, un peu comme si cela se passe dans le monde animal. Il n'y a par conséquent ni prêtre ni prêtresse, mais seulement les elfes, plus haute habilité que les autres et qui acquièrent de ce fait spontanément une autorité sur les autres. Ce sont à ceux-là qui nous servent de guide naturel, en tant que canaux. Ils régulent par conséquent l'équilibre et le développement de l'ensemble de la société elfique. La hiérarchie qui règne dans celle-ci s'établit ainsi d'elle-même en fonction des capacités de transmission de la lumière, par un ou une elfe canal. De ce fait, il n'y a pas chez nous de gouvernement au sens humain ou de terme, mais des conseils faits de canaux plus ou moins ouverts. Ils sont les garants de la solidité et de la fixité de notre monde. Les sphères de conscience, les conseils elfiques, il en existe un par zone géographique de l'éther. Chacune de ces zones correspond globalement à une zone géographique terrestre, visible en fonction de l'unité végétale et minérale d'un lieu précis, comme d'une lande ou d'une forêt, etc. Il existe donc un grand nombre de petits conseils elfiques, mais un seul grand conseil au niveau planétaire. Il est extrêmement rare que ce dernier se réunisse. Il ne fera que dans les périodes de modification, de bouleversement ou de mutation planétaire. En fait, chaque zone elfique a un comportement spontanément assez autonome, mais si l'unité de notre monde fait partie pour nous d'une évidence primordiale et souveraine, dans la quotidienneté de notre vie, notre comportement est essentiellement tribal. Comme je l'ai dit précédemment, chaque conseil elfique se constitue spontanément à partir des elfes, masculins ou féminins, qui manifestement une sensibilité et une connaissance intuitive les plus importantes que celles de la moyenne. Parmi de tels elfes, il en est qui sont psychiquement en contact avec le grand esprit global de la planète. Ils sont les gardiens de la cohésion de la société elfique. Ils veillent surtout à la préserver de toutes les formes de pollution humaine. Ces canaux elfiques entretiennent de plus un contact étroit avec les âmes groupes et les grandes espèces végétales, ainsi qu'avec les devas, des animaux vivants dans leur zone géographique.
Ils participent ainsi aux mutations et aux espèces végétales, en transmettant à celles-ci des aliments énergétiques tels que souhaités par les Devas. Nos conseils elfiques sont, de par leur nature, très conversateurs et méfiants face à tous ces changements. Ils peuvent même exercer des pressions psychiques importantes sur une zone donnée, car leur notion de ce qui doit être et leur conception de liberté est assez fixe et limitée. Ils se sentent avant tout les gardiens d'un certain ordre des choses. La nourriture. Nous nous en sommes toujours nourris des odeurs dégagées par les plantes et les fruits, et à cause de cela, nous n'avons pas de moment privilégié pour le temps de repas, mais vivons plutôt dans un processus d'assimilation constant et très fluide. D'une façon plus imaginée, on pourrait dire que nous buvons un peu de l'âme des végétaux tout en entretenant leur vie physique et leur essence première. Les équinoxes de printemps du monde physique sont cependant pour nous, notre peuple, une occasion de rassembler et surréactivité dans les terres. Par zone géographique, notre monde de stimulation des végétaux nous procure la même impression qu'à vous lors des festivités où vous partagez de grands repas. Nous absorbons alors en abondance tous les parfums végétaux et un véritable festin pour nous, elfes. Voulez-vous en apprendre encore? Si la notion de boire nous est inconnue, elle ne se manifeste pas sous la forme d'absorption de liquide en tant que telle. Nous aspirons l'essence des différentes sèves végétales. En raison de tout cela, notre corps ne rejette pas de déchets, mais il se fatigue plus vite et vieillissent et les végétaux sont malades, pollués ou comme aujourd'hui, génétiquement dénaturés. Nous tenons toujours à déployer une grande activité là où la matière souffre, là où une plante, un arbre sont malades. Mais nous pouvons opérer des miracles là où l'humain ne fait pas sa part. Lorsque nous ne pouvons plus rien faire, nous nous retirons simplement de la zone souffrante. Les notions de collaboration et de la création collective sont une priorité pour notre monde, car le concept d'unité fondamentale de tout nous est évident. Le monde de Gwennelis. Mon univers est un tout, fait de forêts très denses et de majestueuses landes aux couleurs nuancées, de riches reflets. Quant à nos habitations, ce sont une sorte d'espèces manteaux terrassés entre les végétaux par notre pensée et nos sens, du beau. Nous les tissons entre certains groupes d'arbres également, souvent en hauteur afin d'être moins dérangés par nos perceptions à la présence humaine. Ce sont des lieux semblables à des cocons, parfois vastes. Les végétaux du monde elfique, ils sont semblables à ceux de la terre de l'extérieur, puisqu'ils en sont les doubles, ou plutôt les moules sur le plan éthérique. Dans les terres, tout est dans un état de perfection initiale, celui du moment de sa création par notre pensée influencée par celle des grands lumineux, les archanges. Dois-je donc vous dire que les forêts et les landes sont beaucoup plus luxuriantes et fortes dans les terres que dans le monde de la densité, en raison de leur taux vibratoire plus rapide? Il n'y a ni chemin ni route. Il serait inutile, puisque nous déplaçons à la vitesse de nos pensées et aussi de nos désirs. L'elfe peut cependant se promener, tout comme un humain le fait, et éprouver le besoin de se ressourcer dans un certain lieu aimé. Lorsqu'un lieu est particulièrement apprécié par nous, nous pouvons nous rendre sa contrepartie physique très difficile l'approche pour l'homme, car nous en sommes fort habiles à créer des barrières psychiques. Il n'existe pas d'ombre en tant que telle dans notre nature, mais la présence de lumière plus ou moins intense, plus ou moins fourmillante. Les rochers et les montagnes ne sont pas très importantes pour nous, car ils représentent plutôt le domaine de prédilection des esprits de la terre, ceux du quatrième éther. Nous savons cependant à quel point celui-ci est fondamental, également pour notre vie, puisque l'essence des minéraux est essentiellement nécessaire à celle des végétaux.
Nous estimons seulement qu'il n'est pas notre continent psychique, même s'il collabore constamment avec le nôtre et avec nos forces. Dans les faits, nous, les elfes, n'entrons pas volontiers là en contact avec les peuples très diversifiés des esprits de la Terre, ceux que nous pouvons appeler les gnomes, les lutins, les trolls, ou encore d'autres noms. La réciproque est également vraie. Nous nous respectuons mutuellement puisque nous entretenons la même connaissance viscérale de ce qui est, celle d'être des enfants de la même force. Un peu comme les principes du jour et de la nuit, qui se croiseraient mais qui ne se rencontreraient jamais vraiment. Les gnomes, les esprits de la terre, ceux du quatrième éther, donc, sont généralement très jaloux de leur ordre des choses. Ils vivent dans les tissus éthériques des minéraux, ainsi que dans ce que vous appelez, vous, grottes, galeries souterraines. Ce sont eux qui président et aux échanges chimiques qui se déroulent à l'insu des humains dans les sols et jouent aussi un rôle d'accélérateur dans la très lente évolution des différentes familles minérales. Leur monde a bien sûr été particulièrement secoué après l'apparition des engrais chimiques sur la Terre. Ils se sont donc aujourd'hui repliés vers des zones plus profondes de l'éther terrestre. Les gnomes, les lutins et les autres, de par leur nature, ont une humeur plus ludique que nous. Contrairement aux elfes, ils n'ont pas de la sensation de contribuer à un seul peuple dans l'ensemble de leur sphère éthérique. Ils forment au contraire une sorte de mosaïque très sensible aux émotions humaines qu'ils captent et s'approprient comme par mimétisme. Leur regard sur le monde humain est très ambivalent. Ainsi, ils peuvent aimer et rejeter à la fois. Beaucoup plus primaires que nous, leur monde de fonctionnement est souvent basé sur les rapports de force et teinté de pouvoir. D'une manière générale, disons qu'ils respectent toute force qui parvient à les contrôler. Mon peuple les considère comme de petits frères lourds et instables vivant dans un continent de lumière frontalier avec le leur. Il ne peut pas se passer d'eux et vice-versa. Tandis que nous illustrons la respiration dont la vie subtile a besoin pour se maintenir, les gnomes, quant à eux, représentent l'aspect gastrique de cette même vie, c'est-à-dire assimilateur. Le temps elfique. La perception du temps par les elfes est extrêmement différente de celle des humains. Psychologiquement pour nous, le temps qui s'écoule n'use pas le corps mais le fait avancer, pousser, grandir, l'être, toujours un peu plus. Le temps ne laisse donc pas de marque sur notre peau, et nous avons toujours la même apparence de jeune et de beauté selon notre conception à la perfection, notre idéal à nous. Seule notre âme vieillit en réalité. Elle mature, elle avance, elle chemine, elle s'affine en sagesse et en perceptions diverses. Du moins le doit-elle. Dans le monde elfique, il n'y a pas de succession de jour et de nuit, mais plutôt des types de luminosité différentes, par laquelle la nature passe progressivement et induise la transmission d'une séquence vers une autre. Nous ne connaissons donc pas la nuit en tant que telle. Ce sont des éclairages et des nuances de lumière qui marquent notre temps. Comment l'expliquer? En fait, une saison terrestre correspond à une seule journée elfique. Si on essaye de penser en fractions saisonnières, ou en mesure de temps, du monde de l'extérieur, 3 mois d'une saison humaine égale environ à un jour elfique. L'univers éthérique. Une année du calendrier des hommes compte pour nous 4 jours elfiques. 10 années humaines donneront de ce fait 40 jours elfiques, et 100 ans terrestres seront simplement 400 jours passés au monde des elfes. Chaque jour elfique ou saison humaine a sa couleur globale. L'été est perçu comme rouge, l'automne est violet, l'hiver se pare une couleur bleue, et le printemps se nuance de tous les verts imaginables. Des teintes impossibles à décrire à travers les mots et les références de la pensée des hommes. Les elfes perçoivent ces changements de tonalité par des pétillements lumineux de l'éther qui se teintent différemment. Ces changements se mettent en place de façon progressive, fluide, un peu selon un cercle chromatique qu'on parcourrait dans les sens horaires.
Pour en revenir à la mesure de nos jours et de nos années, puisque nous avons la perception du temps et selon une alternance de cycle de 4 jours, nous pourrions même dire que nos semaines sont de 4 jours, soit quadrimènes. Les années elfiques se composent de 28 semaines elfiques, car l'éther se renouvelle et se revivifie selon les cycles de 28 fréquences vibratoires, qui sont un peu les analogues de cycle lunaire. À chaque passage d'une année elfique, soit environ 100 années humains, le conseil elfique se réunit spontanément. Chaque elfe a, par ailleurs, de la difficulté à concevoir ce que l'homme appelle l'avancée des temps. Nous ne connaissons pas le concept d'évolution qui est cher à ce monde. Cela est dû à notre approche temporelle inévitablement différente de la sienne, puisque nous ne vivons pas la mort en tant que déchéance du corps, ni de la renaissance, comme un lent processus obligatoire. Pour nous, la vie n'est qu'un simple mouvement rythmé, ordonné par une sorte de battement de cils de la nature. Les salamandres, le continent de l'éther avec lequel les elfes entretiennent le moins de relations, est le deuxième, celui qu'on nomme classiquement l'éther lumineux. Il nous semble furtif, et nous lui vouons un respect particulier. C'est par lui, ou plutôt par les formes de vie qui s'y expriment, que la sensibilité du monde terrestre peut se développer. Les formes de vie qui agissent sont que la tradition nomme les salamandres. C'est par les actions des salamandres de leurs espaces vibratoires que les sens peuvent se développer et y participer à l'expression puis à l'extension de la vie. Les salamandres n'ont pas de forme fixe, ce qui est parfois un peu troublant. Contrairement aux esprits aériens et à l'éther miroir, les elfes et à ceux terriens, l'éther chimique, les gnomes, ces esprits du deuxième éther, sont ceux de l'élément feu. Ils expérimentent à la fois l'unité et la multiplicité, ainsi que la notion d'omniprésence de la force vitale universelle. Essayez de comprendre. Les salamandres sont à la fois une seule et une multitude de consciences. Leur fonction est de tout imprégner et de la communiquer à tout ce qui est une sorte de flamme interne qui procure dynamisme et appétit de vivre. En ce sens, les esprits du feu sont un peu de ce qui donne du sel à tout ce qui est manifesté. Parallèlement à cela, pour pouvoir offrir un tel dynamisme, ils doivent aussi se nourrir de cette vie. En réalité, vu dans leurs ensembles, ce dynamisme vient du fait qu'ils sont tournés les multiples expressions de ce qui existe. Ils ne permettent aucun statisme. Ce sont des nettoyeurs, des purificateurs, en même temps que des générateurs, et donc des passeurs. Ils agissent aussi selon une loi universelle qui fait qu'il doit toujours y avoir un certain potentiel de feu, qui régénère, qui brûle, puis qui réordonne tout pour que chaque cycle de vie terrestre. Nous, les elfes, nous savons que cette action du feu est une nécessité pour équilibrer la nature. Les salamandres sont nos très distraits, mais les premiers alliés dans l'acte de régénération de la vie. Nous les redoutons cependant en raison de leur difficulté d'approche, et de leur imprévisibilité, et de leur caractère polymorphe. Analogiquement, les salamandres savent que la présence elfique est indispensable à leur harmonie. Sur le plan physique, ce rapport de dépendance mutuelle s'exprime par le fait que le feu ait besoin d'air pour être et que l'air a besoin d'intégrer en lui-même une étincelle de feu et de chaleur pour colporter la vie. Les ondins. Bien évidemment, nous sommes aussi en relation avec les ondins. Ceux-ci sont les habitants du troisième éther. Les ondins ont quelque chose d'un peu imaginable pour nous les elfes. Nous les disons furtifs et très peu pénétrables. Nos mondes respectifs s'époussent à peine, mais se savent en même temps liés parce que au service du sacré archangélique. Vous devez aussi savoir que la conscience des ondins est une nature aussi collective que celle des salamandres. Leur structure énergétique les pousse facilement à l'extension, la régénération de la vie, ou au contraire, à la ralentir. Les ondins sont donc l'âme de l'élément aquatique. D'une manière générale, ils rayonnent par leur simple action psychique dans tous les liquides, végétaux et animaux. Ce sont
les agents les plus actifs de toutes les formes de reproduction. Les Ondins sont aussi très sensuels que les elfes, mais leur nature se montre plus sexuelle au sens animal du terme. Nous les percevons sous la forme de présences frétillantes, insaisissables, parce qu'un peu gluantes. Je dois encore dire que la frontière vibratoire entre mon monde elfique et le monde ondin est poreuse, comme celle d'ailleurs de toutes les frontières internes à l'éther. Cette porosité n'est pas du fait des esprits dits élémentaires qui vivent, mais de la seule volonté des grands lumineux. Celle-ci fait converger leurs actions. Que quel que soit le nom qu'on lui donne, il existe un ordre supérieur sacré, et nous tous, ceux de l'éther, nous en sommes conscients. Les Devas. Pour ce qui en est de ces présences que les hommes de la terre et de l'extérieur, désormais les Devas, il y a beaucoup de confusion. Et c'est à tort que nous, les elfes, tout comme les esprits des trois autres éléments, sommes assimilés à eux. Les Devas sont les esprits directeurs qui gouvernent les espèces animales, végétales et même minérales. Ce sont les mêmes âmes groupes. Il existe donc par exemple un Devas pour chaque race, et les espèces de mammifères, d'oiseaux et de poissons, ou encore des types d'insectes. Ainsi bien sûr que pour toute variété de plantes, ou encore de pierres ou de cristal. Chacun d'eux témoigne d'un certain niveau de conscience, et pour la mission de conduire jusqu'à un certain point d'évolution la forme de vie dont il est responsable, avec laquelle il évolue en lui-même. Nous, les elfes, nous croisons régulièrement la vibratoirement sous forme d'ondes lumineuses. En fait, ils ne vivent pas tout à fait sur le même plan que nous, car leur monde se chevauche simultanément toutes les couches de l'éther. Nous les respectons beaucoup, au même titre que eux nous respectent, car nous savons bien que nous sommes tous acteurs de la vie qui se perpétue. Parfois, nous pouvons donner l'impression aux humains d'être des Devas, lorsque nos âmes convergent avec leur principal canal directeur, lors d'un grand conseil de contrée. Il nous arrive que nos énergies fusionnent à un moment et régénèrent d'une présence elfique, globale, qui sera perceptible dans le monde des hommes. Comme pour le sacraliser un lieu, certains disent alors qu'ils ont aperçu une fée. Nous en sommes cependant prudents car nous estimons qu'il est toujours risqué de se manifester ainsi aux yeux de l'extérieur. Mais maintenant que vous avez commencé à pénétrer un peu tout cela et que la carte du monde intérieur au vôtre est devenue un peu plus familière, suivez-moi, beaucoup plus loin, là où la métamorphose a commencé à s'écrire. La carte de Telandrach. Ce travail s'est rendu très difficile aujourd'hui en raison de la multiplicité des nouveaux concepts qui jaillissent de la pensée cérébrale humaine, souvent égarée et floue. Le terme Deva est utilisé que récemment en Occident. Depuis, les Devas sont textuellement considérés comme des divinités dans leur langue sanskrite. L'Occident fait donc une sorte de contresens en utilisant leur nom pour parler des esprits, des éléments.